Alors la holding, c'est vrai que c'est un sujet assez large parce que la holding, ça peut être un outil professionnel comme un outil patrimonial. Mmh. Professionnel, c'est-à-dire le dirigeant qui crée sa société et qui, au bout d'un certain temps, décide d'interposer une holding. Alors elle a été un peu dans le viseur Mmh. du gouvernement, du Parlement récemment parce que on considère que ça peut être un outil un peu d'optimisation fiscale un peu excessif. J'ai mentionné la société civile parce que parfois on l'utilise dans des structures. Là, pour le coup, c'est purement patrimonial ou gestion d'actifs immobiliers ou financiers. L'intérêt de la société civile, c'est qu'elle n'est pas commerciale. Alors, elle ne peut pas faire, par exemple, de prestations de services, mais elle est très souple, elle peut être à l'IS, à l'IR, et parfois on l'utilise parce que, bon, il n'y a pas de commissaire aux apports sur les apports, et puis les associés peuvent se voir prêter des liquidités par la société, ce qui n'est absolument pas possible dans des sociétés commerciales, c'est interdit. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ramify Invite. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous a été très souvent demandé par nos clients et notre communauté d'investisseurs au sens large, c'est la fiscalité des holdings. Je suis accompagné aujourd'hui de Maître Junio du cabinet FTPA. Donc le cabinet FTPA, pour ceux qui le connaissent déjà, donc c'est le cabinet de Maître Message qui est déjà intervenu sur notre chaîne sur des sujets un petit peu différents, mais je laisserai Maître Junio expliquer un petit peu les différences entre leurs deux champs d'intervention. Mais pour commencer, déjà, Maître Junio, bonsoir. Bonsoir. Et merci beaucoup d'être là. Est-ce que vous pourriez vous présenter à notre audience ? Donc, alors moi, donc Sophie Junio, je fais partie donc du département fiscalité de FTPA, où nous sommes 3 associés. Donc, il y a Nicolas que l'audience connaît déjà. Donc, moi, ça fait 5 ans que je suis chez FTPA. Ça fait plus de 25 ans que je fais de la fiscalité. J'étais auparavant dans des groupes, des cabinets anglo-saxons. Et donc, je fais plutôt de la fiscalité des entreprises, donc petites, moyennes et grandes. Alors, donc chez FTPA, on fait plutôt petites et moyennes entreprises. Donc fiscalité corporate, du conseil, du contentieux, des audits. Et donc, je travaille aussi donc sur tous les sujets de fiscalité des entreprises, impôts sur les sociétés et autres impôts, mais jusqu'aux dirigeants. Et donc, on verra aussi des sujets qui relèvent davantage de l'impôt sur le revenu. Mais je m'occupe plutôt de l'outil professionnel. Voilà. Et Nicolas Message va plutôt s'occuper de l'outil patrimonial. Mais les deux sont imbriqués, forcément, et donc il y a souvent des sujets communs. Et une question préliminaire, qu'est-ce que tu appelles petite et moyenne entreprise ? Si tu pouvais donner des exemples. Parce que c'est en fonction oui. ETI, des fois, on dit que c'est des petites entreprises, des grosses entreprises, CAC 40, mais je sais que c'est plus petit, mais ce serait quoi un exemple de petite entreprise type et que tu traites et de moyenne entreprise ? Ça peut être une petite entreprise familiale qui fait entre 1 million, 5 millions de chiffre d'affaires. Et puis les moyennes, c'est vrai que ça peut monter. On a quand même des groupes aussi qui sont autour de 100 millions. Et puis après, on a aussi des entreprises du CAC 40. Mais voilà. Donc à partir de 1 million, c'est là où on considère que c'est une entreprise d'exploitation qui rentre dans le cadre. Oui. Okay. Il peut y avoir aussi des startups. On travaille pour des startups. Ça peut arriver. Très clair. Très clair. Bah écoutez, je pense qu'on peut y aller parce que c'est un sujet dense, super intéressant et je te le dis dès maintenant, il y aura des questions. Donc, donc allons-y, on mais va ça va aller être vite sur passionnant. les slides pour laisser du temps sur les questions. Bon, il y a une petite présentation du cabinet, mais qui a déjà dû être faite par Nicolas. Donc, on va aller très vite. On est donc chez FTPA une centaine avec 30 associés, bientôt 32, puisqu'il y a 2 associés qui vont nous rejoindre bientôt et qui couvrent l'ensemble du domaine du droit des affaires. Seule chose qu'on ne fait pas, c'est vraiment tout ce qui est droit de la famille. Mais sinon, on couvre l'ensemble des sujets de droit des affaires. Donc, droit fiscal, donc on est une dizaine en droit, dans le département, avec donc 3 associés. Le troisième faisant plutôt de la fiscalité franco-américaine,
individus particuliers. Ok. Donc pour les US Euh, personnes qui ont souvent des... voilà, Ok. c'est ça. Et 7 collaborateurs. Voilà. Donc là, bon, c'est les classements. Mhm. Et ça, c'est mon CV, voilà, que je Mhm. t'inviterai à parcourir. C'est Bien sûr, on vous avez le partagera temps. ouais, on partagera la présentation Voilà. pour ceux qui sont intéressés. Donc il y a un plan qui est ici et Mhm. que bon, je vais aborder les principaux éléments de ces slides. Bon, ces slides sont un peu denses, donc Mhm. je vais aller assez vite sur certaines. Mhm. Euh, j- alors la holding, c'est vrai que c'est un sujet assez large Mhm. parce que la holding, ça peut être un outil professionnel comme un outil patrimonial. Mhm. Professionnel, c'est-à-dire le dirigeant qui crée sa société et qui, au bout d'un certain temps, décide d'interposer une holding. La holding, elle peut avoir... Alors, elle a été un peu dans le viseur Mhm. du gouvernement, du Parlement Mhm. c'est récemment parce que on considère que ça peut être un outil un peu d'optimisation fiscale un peu Mhm. excessif, on va dire, mais en réalité, ça a beaucoup d'autres fonctions, Mhm. puisque en fait, on crée une holding, parfois pour faire rentrer des investisseurs, pour Mhm. lever de la dette, pour piloter la rémunération du dirigeant, et ça, on le Mhm. verra dans un second temps, parce que ça permet quand même de piloter davantage la rémunération qu'une détention directe Mhm. du dirigeant dans sa société. Et puis, ça a des avantages fiscaux, mais bon, ça a aussi des inconvénients, et Mhm. on le verra après. Et moi, aujourd'hui, donc, ce que je disais, c'est qu'effectivement, je traite davantage de la holding outil professionnel, donc le dirigeant qui interpose sa holding, plutôt que le patrimonial qui a plutôt une fonction, enfin la holding patrimoniale, elle va avoir plutôt comme fonction de gérer la détention du patrimoine, de la transmission familiale, Mhm. mais ça peut être combiné, hein, et Mhm. les sujets peuvent être communs, Mhm. on va Bien dire. sûr. Alors, la holding, généralement, on distingue deux types de holding. La holding passive qui se limite, entre guillemets, à gérer le portefeuille de titres de participation qu'elle détient, et la holding animatrice qui peut être, dans certains cas, présidente. Quand c'est une SAS, elle peut avoir comme président une société, Mhm. et qui peut aussi avoir un rôle de gestion, enfin de actif et stratégique, gérer, enfin, décider de la politique financière, commerciale du groupe, et si elle est dotée des moyens matériels et humains, aussi rendre des services Mhm. aux Qu'on peut filiales, facturer, oui. voilà, Mhm. qu'on peut facturer. Sur le choix de la forme juridique, alors ça dépend vraiment des objectifs du dirigeant, de la nature des actifs et du degré de souplesse Mhm. qu'on l'on souhaite. On oppose généralement les sociétés, les SAS aux SARL. On est dans ce cas pas vraiment dans les mêmes situations. C'est-à-dire que la SAS, ça va être plutôt lorsqu'on a un certain volume, une société qui est déjà quand même Mhm. assez engagée en termes de chiffre d'affaires et qui potentiellement on va vouloir faire rentrer d'autres Mhm. investisseurs, lever de la dette, créer des actions Mhm. spécifiques, avoir de la souplesse dans les Mhm. organes de direction, alors que bon, la SRL, c'est plutôt pour les groupes familiaux, les structures familiales, les holdings patrimoniales, où Mhm. là, on va avoir un fonctionnement assez strict, Mhm. où il y aura un gérant, ne pourra pas forcément émettre des actions Mhm. spécifiques. Enfin, c'est Mais beaucoup moins souple. quand tu dis pas forcément, parce que c'est vrai qu'on oppose souvent, dans le monde des startups, on dit Mm. c'est une SAS parce qu'il va falloir faire rentrer du monde au capital. Oui. Est-ce que c'est strictement SAS on peut et SARL on peut pas, ou c'est juste que c'est plus compliqué si on passe par une Bah, SARL? bon, moi, je fais pas de corporate, mais Hmm. c'est vrai qu'en général, c'est beaucoup plus simple avec une Hmm. SAS de faire rentrer, de créer des actions spécifiques. Hmm. On peut envisager
avec une SARL de créer certains types d'actions, mais c'est plus compliqué. Et surtout, lorsqu'on cède des titres de SARL, il y a des droits d'enregistrement qui sont beaucoup plus lourds, puisque c'est 3%. Une SAS, c'est 0,1%, les droits d'enregistrement. Donc, il y a beaucoup plus de fluidité, de liquidité dans les actions, et on peut créer davantage de catégories d'actions, sachant qu'en plus, en termes de gouvernance, on est beaucoup plus souple, puisque une SAS, on peut organiser la gouvernance comme on le souhaite. Mais j'ai aussi l'impression que ça se fait de moins en moins, les SARL. Je ne sais pas si c'est une... Ça se fait pour, si on est dans un contexte familial et qu'on n'a pas l'idée de faire entrer des tiers et de céder aussi dans ces actions, ces parts sociales, parce que c'est des parts. Voilà. Donc, c'est un peu, on n'est pas dans la même dimension. En revanche, alors, il y a quand même un sujet, et c'est sur la rémunération, parce que le dirigeant d'une SAS, il va avoir un statut de salarié, il va payer les cotisations sociales, à supposer qu'il souhaite être salarié, il va être assimilé salarié s'il a un mandat social ou un contrat de travail, et il va donc avoir des cotisations sociales. Il va quand même avoir la couverture en face qui va avec, la couverture sociale, et il pourra se rémunérer, s'il veut, avec des dividendes. À comparer avec une SARL où le gérant, lui, il aura un statut travailleur non salarié, donc il va payer moins de cotisations sociales, mais il va avoir moins de couverture sociale. Et les dividendes, s'ils distribuent plus que 10% du capital, sont assujettis aux charges sociales. Mais c'est vrai qu'on a des demandes parfois de SARL parce que, pour ce sujet de cotisation sociale, parce que c'est vrai qu'on peut être concerné par le montant des cotisations sociales sur la rémunération. Donc, ça dépend vraiment, c'est du cas par cas. Bon, j'ai mentionné la société civile parce que parfois on l'utilise dans des structures, là pour le coup c'est purement patrimonial ou gestion d'actifs immobiliers ou financiers. L'intérêt de la société civile, c'est qu'elle n'est pas commerciale. Donc, elle ne peut pas faire, par exemple, de prestations de services, mais elle est très souple, elle peut être à l'IS, à l'IR, et parfois on l'utilise parce que ça permet, il y a pas de commissaire aux apports sur les apports. Comme je disais, c'est souple. Et puis, les associés peuvent se voir prêter des liquidités par la société, ce qui n'est absolument pas possible dans des sociétés commerciales. C'est interdit. Donc, parfois, ça peut être intéressant d'avoir des sociétés civiles parce que c'est très souple. Et puis, en termes de flux financiers, on peut prêter, la société civile peut prêter à ses associés. Alors, il faut un prêt avec des intérêts, mais c'est autorisé. D'accord. Donc, ça permet de remonter du cash. Alors, c'est un prêt, mais c'est une manière de remonter du cash. Ouais. Ok, donc c'est le contraire du compte courant associé, en fait. C'est ça, exactement. Alors, sous réserve de l'abus, encore une fois, il faut que ce soit bien maîtrisé, mais voilà. Voilà. Alors, sur la constitution de la holding, je vais aller rapidement. En fait, généralement, ce qui se passe, c'est que cette holding, on l'a fait dans un second temps, après avoir donc créé sa société opérationnelle. Donc, on va apporter plutôt des titres à cette holding. Donc, on parle d'apport en nature et pas d'apport en numéraire. Et sur cette constitution, il n'y a pas de droit d'enregistrement sur les apports de titres. Bon, je vais passer là-dessus. Par contre, donc, ce qui est intéressant, donc, quand on apporte les titres en tant que personne physique, c'est qu'on peut bénéficier d'un report d'imposition. Ce report d'imposition, il est en ce moment discuté au niveau dans le cadre des discussions sur le projet de loi de finances pour 2026. Je vous indiquerai les modifications qui sont potentiellement qui vont s'appliquer à l'année prochaine. Mais donc, le report d'imposition, c'est quoi? C'est au moment où la personne physique, donc l'actionnaire, apporte ses titres dans la holding. En principe, c'est un événement taxable. Donc, s'il y a une plus-value, elle devient taxable à l'impôt sur le revenu ou à la flat tax. Ce report d'imposition, il permet, en fait, si cet apport il est fait au bénéfice d'une holding détenue par cette même personne, donc le report, c'est en fait la plus-value est constatée.
Elle est identifiée dans la déclaration d'impôt sur le revenu, elle est Mhm. bien reportée, mais elle Mhm. n'est pas taxée. D'accord. Elle n'est pas taxée et donc il y a des conditions. Elle n'est pas taxée donc si, comme je le disais, la holding est contrôlée par l'apporteur, s'il y a bien les déclarations qui sont faites dans la déclaration d'impôt sur le revenu, et elle n'est pas taxée jusqu'à... Enfin, il y a des conditions. Alors, pour l'apporteur, il faut dès lors qu'il cède dans le futur les titres de la holding, il va être taxé sur sa plus-value. Mhm. Mais s'il conserve les titres de sa holding indéfiniment, il ne sera pas taxé sur sa plus-value. Au niveau de la bénéficiaire, la société holding, elle doit aussi conserver les titres, sinon ce serait un peu facile. Donc la holding, elle doit à minima conserver les titres reçus, donc les titres de la société opérationnelle, pendant au moins 3 ans. Et ensuite, si elle cède dans ce délai, le bénéfice du report est maintenu si elle réinvestit dans un délai de 2 ans au moins 60% du produit de cession dans des activités éligibles. Et les activités éligibles, eh bien, c'est des sociétés opérationnelles, industrielles, commerciales, du FCPR, des FCPI. Enfin bon, il y a un certain nombre de conditions. Il ne faut pas évidemment que ce soit du patrimonial. Il faut que ce soit de l'activité professionnelle. Et donc, en ce moment, actuellement, il y a une discussion dans le nouveau projet de loi de finances, qui sera ou pas adopté. Il est prévu d'augmenter le pourcentage de réinvestissement obligatoire à 80%. Mais en revanche, le délai d'investissement passerait de 2 à 5 ans. C'est-à-dire que la holding... Parce qu'aujourd'hui, il est à 60. C'est 62 ans. Ça serait 85 ans. Et 150 au BTR. 150 0 BTR. Ouais. Voilà. C'est ça. Et peut-être juste revenir sur une notion, la notion de contrôle. Elle se matérialise comment? C'est un contrôle en termes de majorité, en termes de décision? Majorité du capital. Majorité du capital, oui. d'accord. Ok. Donc on est ok. Voilà. Ok, très bien. Non, c'est hyper clair. Donc ça passe à 5 ans, 80%. Oui. Si c'est voté, adopté. oui. Ok. Oui. Tout à fait. Donc, à la fois, c'est plus lourd en termes d'obligations d'investissement, mais c'est plus long en termes de délai. Donc, voilà. Donc, ça, on l'utilise beaucoup, évidemment. C'est vraiment une disposition qu'on applique très, très souvent. Il y a une autre disposition dont je n'ai pas parlé parce que c'est plus dans un contexte d'ouverture dans le cas où, en fait, l'apporteur se sépare de sa majorité en fait dans la société. C'est le cas où il apporte sa société à une société qu'il ne contrôle pas. Dans ce cas-là, Ouais, ça va être ma question. Sur la partie cession, ça doit être cession en cash. Pas forcément. Si on cède et qu'on cède une partie en cash et une partie en action d'une autre société qui reprend ma société, donc du coup, ces actions restent dans la holding. Là, ça rentre dans le cadre que tu es en train de décrire. Voilà. Ok, d'accord. Donc il y a un report pour la partie cession en titre. Enfin, échange de titre. Échange de titre, oui. Ok. Ouais, ce qui paraît logique. Pas faire payer les gens sur... Il n'y a pas de cash qui va en face. Voilà. Mais du coup, ces 60% et 80% s'appliquent sur la part de cash qui a été cédée uniquement. S'il y a une cession part en cash, part en échange de titre, pour que le report soit effectif. Oui. Voilà, d'accord. Non, très clair. Voilà. Bon, très rapidement, le régime fiscal de la holding, c'est en principe le même que la société opérationnelle. En général, on conseille plutôt d'opter pour l'impôt sur les sociétés, donc à 25%. Un petit point sur le taux de 15% qui serait peut-être relevé si ça se passe comme prévu. Puisqu'il y a un taux réduit de 15% qui s'applique sur la fraction des bénéfices jusqu'à 42 500 €. Le seuil serait rehaussé à 100 000. J'ai mentionné des taux spécifiques aussi, donc ça, on verra dans un second temps sur les titres de participation en particulier. Et peut-être une question, parce que même si souvent on laisse les questions à la fin, mais celle-là est très liée à ce qu'on dit et c'est une question qui revient souvent. C'est le meilleur moment pour créer sa holding? Que c'est au départ de l'activité? Est-ce que c'est juste avant la session? Est-ce qu'il y a un moment propice, optimal pour la créer?
Alors comme il y a le report d'imposition, on peut le faire quand on veut, mais Mmh. c'est vrai que bon, c'est sûr que si on le fait rapidement, et qu'il y a pas il y a pas de plus-value, Mmh. c'est encore mieux. Mmh. Ensuite, bon, on a conscience du fait que 2 sociétés, ça peut être, lourd à gérer, Mmh. donc ça peut générer des coûts Mmh. aussi. Donc, bon, ça se fait, quand la société commence à avoir un peu d'activité et Mmh. on veut quand même, optimiser, bon, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas que la fiscalité, il peut y avoir des sujets, de financement, Mmh. d'ouverture au capital et cetera. Mmh. Mais c'est vrai que, on attend quand même en général, que la société, Ouais. commence à avoir Mmh. génère un peu de chiffre Ouais, d'affaires parce et que c'est il voilà. y a des coûts quand même qui sont liés à la Il y a gestion de des cette coûts. holding qui sont pas énormes, mais ça reste des C'est coûts ça. et si l'entreprise ne génère pas du tout de chiffre d'affaires, Oui, ça fait ça a des coûts sur des pas coûts, voilà, ouais. Mmh. c'est ça. Très bien. Bon, exceptionnellement, on peut avoir des holdings qui sont à l'impôt sur le revenu, mais c'est quand même, assez rare. Ça a pas vraiment d'avantage, Mmh. heu, notamment parce qu'on ne bénéficie pas, enfin, comme on verra, du taux réduit d'impôt sur les dividendes. Dans ce Mmh. cas-là, enfin bon, c'est pas forcément très avantageux. Alors, je vais m'arrêter un petit peu sur le choix de la méthode de rémunération. Mmh. Ça peut être aussi un sujet, une raison pour laquelle on interpose une holding, c'est pour le dirigeant de piloter, en fait, sa rémunération. Donc lorsque le gérant est associé, hein, il peut, percevoir des dividendes, il peut aussi être rémunéré en mandat social, dirigeant salarié. Donc, comme je disais tout à l'heure, il va, être, rémunéré, sa rémunération sera assujettie, à l'impôt sur le revenu au barème progressif, hein. C'est une Voilà, ça doit être décidé par les associés. C'est une charge, déductible, bon, il y a rien de Mmh. particulier là-dessus. En revanche, là où je vais m'arrêter, un peu plus, c'est lorsque, en fait, le dirigeant, décide de se rémunérer, via une holding, sa holding des pré qui facture en gros son mandat social Mmh. à la filiale. Ça arrive très souvent, c'est-à-dire qu'en fait, le dirigeant a sa holding et sa holding est quelque part son instrument de rémunération, donc Mmh. il facture, à la filiale et c'est comme ça qu'il remonte, sa rémunération. Mmh. Alors là-dessus, il y a eu beaucoup de jurisprudence, heu, souvent, défavorable. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était très mal structuré, c'est-à-dire que en gros, il y avait un contrat de prestation de service entre la holding et la filiale. On ne savait pas trop à quoi ça correspondait, mais Mmh. derrière, ce qu'on comprenait, c'est qu'en réalité, on avait voulu rémunérer le mandat social. Mmh. Et ça, l'administration disait: «Bah, en fait, bon, prestation de service, ça veut dire quoi? Mmh. Prestation de service, vous ne rendez pas de prestation de service. En réalité, vous avez voulu rémunérer la présidence, enfin Mmh. votre et comme, vous n'avez pas prévu expressément ou dans les statuts ou par une Mmh. décision, d'associés de rémunérer la présidence, bah, moi je considère que cette Mmh. convention n'a pas de fondement. Ouais. Donc je refuse la déduction, de la rémunération, je refuse la déduction de la TVA, enfin bon, donc ça peut avoir des conséquences importantes. Alors, maintenant, la jurisprudence est un peu plus souple, mais il faut quand même faire attention dans la structuration. C'est-à-dire que généralement, ce qu'on recommande, c'est si la holding, pardon, la société opérationnelle est une SAS, la holding, on va la nommer présidente, parce qu'une SAS peut Mmh. avoir comme président une personne morale. Donc, on va la nommer présidente, rémunérée, et c'est ça qui constituera en fait la Mmh. rémunération du dirigeant. Donc la holding sera rémunérée à ce titre. Heu, alors si c'est une SRL, on peut pas le faire puisqu'une SRL peut pas avoir de Mmh. président, personne morale, mais il faudra que, il y ait clairement dans la convention de prestation de service une mention qu'il s'agit de la rémunération du dirigeant et que les organes compétents
de la société opérationnelle qui paie, qui va payer la rémunération, qu'il soit clair que par cette convention de prestation de service, on a voulu rémunérer le président. Parce que sinon, on a des sujets de déductibilité, en fait. Je comprends. Et si on prend un cas un peu extrême où on a une entreprise avec 4 associés, 4 mandataires sociaux, c'est possible pour les 4 de le faire? Et donc que ce soit prévu dans les statuts, ou c'est uniquement président, peut-être directeur général qui peuvent y avoir droit? Si, ce sera possible Ok. aussi. Faut juste que ce soit spécifié dans les statuts et qu'il y ait une décision. Oui, que ce soit clair que c'est de la rémunération de la présidence et pas de la prestation de service. Même si, par exemple, si on prend un cas où on passe d'un cas où le mandataire social est assimilé salarié dans la SAS et qu'on reporte juste cette rémunération via une holding, même là, il faut... Parce que on peut prouver que c'est juste un changement, les flux passent plus exactement par les mêmes tuyaux, mais même là, il faut une décision et il faut que ce soit dans les statuts. Prévu dans les statuts, oui. Okay. En tout cas, c'est ce qu'on recommande sur la base de la jurisprudence actuelle et des discussions qu'on peut avoir avec l'administration fiscale sur ce sujet, qui n'est pas extrêmement souple. Oui. Voilà. Alors, sur les dividendes, ça, on va en parler après. Effectivement, le dirigeant peut décider de recevoir des dividendes. Et dans ce cas-là, il va bénéficier de la flat tax. Donc là, dans la loi de financement pour la sécurité sociale qui a donc été adoptée hier, la CSG, donc il y a 1,4 de CSG qui a été voté d'augmentation, ce qui fait que en principe, on serait plutôt à 18,6, donc à 31,4. Voilà. Alors, il est possible d'opter pour le barème progressif d'impôt sur le revenu, avec un abattement de 40%. Bon, tout dépend du taux marginal d'imposition du dirigeant. Mais en général, la flat tax, ça peut être plus intéressant. C'est intéressant. Alors, donc, c'est IS plus de flat tax sur sa holding. Alors voilà, c'est ça, c'est là où, pour l'instant, là, je parlais juste du dirigeant qui reçoit la rémunération via sa holding en personne physique. Mais effectivement, et on va en parler après, en fait, c'est là où il y a eu des discussions là-dessus. Les journalistes ont tendance à dire oui, la holding, c'est un instrument d'optimisation parce que en réalité, le dirigeant n'est taxé que sur la quote-part de frais et charges. Donc, en gros, c'est 1,25%. Mais en réalité, on n'est pas du tout dans la même situation que si le dirigeant perçoit son dividende directement. Parce qu'une fois que c'est distribué à la holding, il faut ensuite que ce soit distribué au dirigeant. Et donc, il y a 2 impositions dans ce cas-là. Donc, on n'est pas dans la même situation. Clairement. Voilà. Donc là, voilà. Et donc, donc lorsqu'ils sont, en tout cas, perçus directement par le dirigeant, c'est la flat tax. Pour les SARL, donc, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de cotisation sociale jusqu'à 10% du capital. Ensuite, il y a des cotisations sociales. Donc, en général, on distribue beaucoup moins de dividendes quand on est en SARL. Okay. Voilà. Il y avait des petites questions, peut-être qu'on peut les prendre comme ça, on le fait dans la continuité. Alors, il y en a une, alors c'est pas vraiment une question, mais je peux en dériver une question, c'est la question des contrôles fiscaux suite à un réemploi. Est-ce que c'est courant, pas courant? Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques pour s'assurer d'être prêt le jour du contrôle? Je pense que vous devez en voir pas mal. Oui, il y a des contrôles. Est-ce qu'il y a des montants auxquels on est sûr d'avoir un contrôle fiscal ou pas vraiment? Est-ce que c'est aléatoire? Non, il n'y a pas de montant. Évidemment, quand il y a des grosses plus-values en question, l'administration a tendance
à minima faire Mmh. une revue, un examen de comptabilité ou une revue des documents. Mmh. Parce que c'est vrai que comme le report, il est identifié dans la déclaration d'impôt sur le revenu, l'administration peut demander des informations Mmh. sans même faire un vrai examen de situation fiscale personnelle. Mmh. Elle le voit, ce report Mmh. d'imposition. Donc c'est vrai que quand c'est des montants importants, elle va avoir tendance à demander Mmh. les Justificatif, ouais. documents de report d'imposition et s'il y a des cessions, effectivement, de vérifier le réemploi. Mmh. Donc, il n'y a pas vraiment de montant. Évidemment, dès lors que c'est plusieurs millions, généralement, c'est assez automatique. Il y a un contrôle. Un contrôle. Donc ensuite, sur le réemploi, c'est vrai il y a quand même une grande souplesse. Il y a beaucoup de choix de Mmh. réemploi, hein. Donc, Ouais, nous, on en propose aussi entre oui, l'immobilier, le private equity. voilà, Non, il y a c'est quand beaucoup de même choses. assez cadré. Mmh. Alors après, évidemment, si vous faites, il faut vraiment que ce soit pas du patrimonial. Les locations, ça ne marche pas. Mmh. Location meublée, Mmh. ça Mais il marche y a pas des non plus. produits spécifiques Oui, qui ou sont vendus. ouais, donc c'est à la fois du patrimonial, mais on s'assure que l'esprit, c'est que ça contribue à l'économie au sens large. C'est ça. Et donc, c'est des placements, des Mm, investissements qui sont patrimoniaux, mais sur des classes d'actifs ou des secteurs d'activité mm. un peu ciblés, sur de l'immobilier, des fois c'est de l'hôtellerie, etc. Donc, oui, là, ça pour le coup, c'est plutôt bien cadré. Je pense que c'est plus compliqué si on le fait, si on vise des produits qui sont encadrés par l'AMF, qui mettent le tampon, je pense qu'il n'y a aucun souci. C'est plus quand on essaye d'interpréter soi-même qu'est-ce Tout qui est à fait. dedans, qu'est-ce qui est pas dedans, là, ça peut être un peu plus C'est compliqué, ça. ouais. Mmh. Mais c'est Mmh. là où, effectivement, c'est bien de se faire Mmh, mmh. conseiller. Mmh, mmh. Oui. Très clair. Super, bah, merci pour ces clarifications. Voilà. Donc, bon, pour revenir sur voilà, les personnes physiques, bon, il y avait un petit calcul, mais bon, c'est pas très compliqué, hein. Voilà, c'est donc la flat tax Mhm. à comparer avec le barème progressif de l'IR, avec l'abattement de 40%. Et là, bon, il y avait un petit tableau de comparaison, mais bon, là, c'est évidemment avec un taux marginal de 41%, on voit bien voilà, le PFU reste très avantageux. Et généralement, c'est le cas parce que c'est Mhm. vrai que Bah, souvent, c'est des personnes, c'est pas toujours le cas, mais des personnes qui ont qui des ont des niveaux de salaire assez dividendes, élevés, ouais. voilà. Ouais, des Oui, niveaux de et rémunération assez c'est élevés, ça. donc très Et donc rapidement, on tape forcément, sur leur les taux tranches. marginal, il est élevé. Mm. Mm. Voilà. Alors, c'est vrai que donc si on passe par une holding, alors tout l'intérêt en fait de la holding, c'est au-delà de tout l'intérêt fiscal, hein, c'est que une filiale qui va distribuer à sa holding, donc là dans mon exemple c'est toujours 100 000 euros, elle va donc distribuer 100 000 euros et la holding, elle, va être taxée uniquement à hauteur de 5% de ce montant. Mhm. Donc, pour bénéficier, donc c'est ce qu'on appelle le régime mère-fille. Alors, pourquoi il existe? Parce que c'est pour éviter, enfin, c'est destiné à éviter une double imposition, parce qu'on a Mm. déjà un résultat qui a été soumis à l'impôt sur les sociétés. Donc, quand il est distribué, on ne taxe pas les dividendes, sauf la partie qui correspond à la quote-part pour frais et charges de 5%. Et donc, pour que ce régime s'applique, il faut que les deux sociétés soient soumises à l'IS, que la holding y tienne au moins 5% et que les titres soient conservés au moins pendant 2 ans. D'accord. Est-ce que tu peux juste repasser sur cette quote-part? À quoi est-ce qu'elle correspond? Alors en fait, c'est destiné parce qu'en fait, on considère qu'une holding a des frais associés à la gestion de son portefeuille Mhm. qui vont donc être constitués des charges. Et donc, pour établir en fait l'égalité, pour être à zéro, on va considérer que 5% des dividendes vont couvrir en fait Mm. cette quote-part D'accord. pour Je une vraie comprends. neutralité fiscale. Ouais, je Parce que comprends. si c'était totalement exonéré, en Mm. fait, la holding serait en principe en perte parce qu'elle a des frais Mm. et charges. Ouais, ouais. Et donc, il y a une sorte. Voilà, il faut une certaine égalité, une Mm. certaine neutralité. Et donc, c'est pour ça qu'on réintègre ces 5%. Ok. Bon.
Donc, au cas particulier, ça fait 1 250 €. Donc, évidemment, à comparer à la flat tax, c'est une grosse différence, mais on n'est pas au même niveau. Mmh. On est au niveau de la holding, parce que si ensuite il faut distribuer, le dirigeant, lui, il va avoir sa flat tax, enfin la même chose que ce qu'on a vu tout à l'heure. Mmh. Mais bon, l'avantage le principal, en tout cas d'un point de vue fiscal, c'est que bon, cette holding, elle va avoir du cash et elle va pouvoir réinvestir. Mmh. Elle va pouvoir. Donc, ça passe pas par la poche du dirigeant, enfin de l'actionnaire, pardon, personne physique. Et donc, il va pouvoir investir, investir dans d'autres activités. Mmh. Donc, et se payer des Mmh. dividendes, mais pas forcément ce qui a été reçu par la holding. Mmh. Et c'est toute la différence, en fait. Mmh. Ouais, bien sûr. Et alors, j'ai mentionné le régime d'intégration fiscale. Alors ça, c'est un cran au-dessus. Alors, l'intégration fiscale, on le voit beaucoup plutôt dans des grosses entreprises ou dans des cas où la holding va s'endetter. Elle se sera endettée et donc elle va générer, elle-même n'aura pas de profit. Elle aura plutôt des charges, donc Mmh. elle sera en déficit. Et donc, ça sera intéressant dans ce cas-là d'opter pour l'intégration fiscale avec sa filiale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les résultats de la filiale seront agrégés avec les résultats de la holding. Et comme Mmh. si la filiale est profitable et que la holding est déficitaire, a des déficits du fait de ses charges financières, par exemple, Mmh. eh bien, on réduit l'imposition, voire on Mmh. l'élimine totalement. Mmh. Donc, c'est dans ces cas-là qu'il peut être intéressant d'opter pour l'intégration fiscale. Et l'intégration fiscale, en plus, elle a cet avantage que quand il y a des distributions de dividendes, la réintégration de quote-part n'est pas de 5, mais de 1%. Donc, ce qui veut dire qu'on ne réintègre que 1% du dividende reçu au niveau de la holding, avec un taux donc effectif qui devient 0,25%. Donc, c'est OK. très réduit. OK. Donc ça, c'est l'avantage de l'intégration. Mais bon, il faut avoir quand même déjà une structure un Mmh. peu. Et les désavantages, c'est quoi? C'est juste, dans les cas où on veut, vraiment isoler les activités et chacune ait son propre, Déjà, si par exemple votre société elle n'est pas profitable, Mmh. la filiale opérationnelle n'est pas profitable, Mmh. pas forcément d'intérêt Mmh. à avoir une intégration fiscale. Si la holding n'a pas vraiment d'activité ou est Mmh. plutôt profitable parce qu'elle rend des prestations de Mmh. services et qu'en général, les prestations de services, on les facture avec un coût plus une marge. Donc, en fait, la Mmh. holding n'est jamais déficitaire. L'intégration fiscale n'a pas Mmh. vraiment d'avantage. Et c'est vrai que l'intégration fiscale, le coût, c'est de gestion parce qu'il faut faire des liasses supplémentaires. Mmh. C'est un peu plus lourd à Mmh. gérer. Donc des coûts de plus comptabilité, C'est ça. à prévoir. OK. Voilà. Et donc l'intégration, j'ai mis les conditions pour être intégré. Globalement, il y a tout un formalisme parce qu'il faut opter, et puis il faut avoir les mêmes dates d'ouverture et d'exercice, il faut être imposé à Mmh. l'IS, et puis la holding doit détenir au moins 95% de la filiale. Très clair. Voilà. Détenu à 95%. Mmh. Alors, sur les plus-values, là aussi, il y a un intérêt, l'intérêt de la holding par rapport à une détention directe qu'on va voir. Donc, la personne physique qui cède des titres, donc ces titres de société, elle va, si elle fait une plus-value, être taxée de la même façon que pour les dividendes, en principe, à la flat tax, Mmh. donc 30%. Donc avec les prélèvements sociaux qui vont augmenter à 18,6. Il peut, dans certains cas, le contribuable opter pour le barème progressif. Donc, je l'ai mentionné, il y a des abattements pour durée de Mmh. détention, pour départ à la retraite. Bon, il Mmh. faut faire son calcul. C'est une option globale sur toutes les Mmh. plus-values. Donc, ça, c'est pour les personnes physiques. Et là-dessus, je vais plutôt comparer aux sociétés avec à l'IS. Donc, si c'est la holding qui cède, Mmh. d'accord, si c'est pas la personne physique, c'est-à-dire la personne physique, elle détient la holding et c'est la holding qui cède ses titres, et bien là, le taux d'imposition sur la plus-value va être réduit.
il va être réduit à 3% d'impôt sur les sociétés. Mhm. Donc, ce qui veut dire que Si le cash reste dans la holding, c'est ça? toujours pareil, Mm. si ensuite le cash remonte au niveau du bénéficiaire, de l'actionnaire, ça va être taxé à la flat tax. Mais c'est vrai que très, très souvent, enfin la plupart du temps, hein, On laisse l'argent, oui. c'est la holding qui cède. Donc, on peut aussi avoir cette idée un jour, au-delà des sujets transmission familiale, hein, qui peuvent aussi être considérablement facilités par la création d'une holding, le fait d'avoir pour idée, de céder un jour son entreprise, la holding a tout son avantage, parce qu'effectivement, la holding va être taxée à 3%. Vous recevez la holding reçoit le cash. Ensuite, avec ce cash, vous pouvez aussi réinvestir, voire même si vous pouvez ensuite, je sais pas, acheter une maison, enfin ce que vous voulez, sans que ça passe par la poche de l'actionnaire personne physique, et donc sans taxation à 30%. Donc ça, c'est particulièrement avantageux. Voilà. Mais encore une fois, c'est pas du cash dans la poche de l'actionnaire personne physique. Alors, pour bénéficier du régime des titres de participation, ce qu'on appelle les titres de participation, c'est-à-dire la holding détient la filiale, il faut qu'au moment de la cession, pour être taxé à 3%, il faut que les titres aient été détenus au moins pendant 2 ans. Sinon, c'est un taux de 25%. C'est le taux d'impôt sur les sociétés. Et puis, il faut que les titres aient la qualification de titres de participation. Donc, soit au sens comptable du terme, c'est-à-dire au moins 10%, elle doit détenir au moins 10% de la société cédée, et exercer, cette société holding, une influence sur la société émettrice. Donc, en gros, c'est le dirigeant, voilà. etc. Ou alors, elle a d'un point de vue fiscal, elle relève des titres de participation parce qu'elle représente elle a au moins 5% du capital, des droits de vote et des droits financiers dans la société cédée, détenus également depuis au moins 2 ans. Et donc, dans ce cas-là, quand je disais 3%, en fait, c'est la même chose que pour les dividendes, c'est une quote-part de frais et charges réintégrée, mais qui n'est pas là de 5%, mais de 12%, est taxé à 25%. Donc 12 fois 25%, ça fait 3%. Voilà. D'accord. Mais donc, juste pour... Si on veut comparer ça au régime de report d'imposition, comment est-ce qu'on jongle entre les deux? Est-ce qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre? Alors, je sais qu'il y a des conditions pour En l'un et fait, pour l'autre. les deux vont ensemble. C'est-à-dire, vous allez avoir d'abord apporter à votre holding. Alors, évidemment, de toute façon, la holding, pour bénéficier de la cession du taux réduit, il faut qu'elle attende 2 ans. Donc, ça correspond presque à l'obligation de conservation pendant 3 ans. Si on fait le report d'imposition, donc on apporte à la holding conserve les titres au moins 3 ans, et ensuite cède. Elle peut cumuler les deux. Elle a respecté son engagement de conservation pendant 3 ans. Elle n'a pas besoin de réinvestir nulle part, puisqu'elle a passé les 3 ans. Et elle bénéficie du taux réduit des plus-values à long terme, donc de 3%. Et là, on peut investir dans ce qu'on veut. Ensuite, si vous dépassez les 3%, vous faites ce que vous voulez avec... Donc, c'est effectivement ce qu'on fait en général, parce que c'est beaucoup plus avantageux que de céder directement. Ouais. Donc, ça se combine totalement. Mais voilà, il faut respecter des conditions de délai. Il faut que ce soit des titres de participation, mais en même temps, si la holding détient 100%, il n'y a pas de sujet. Bien sûr. Donc, je comprends bien. Non, mais très clair. Et après, si la holding cède dans les 2 ans, enfin après 2 ans, elle va devoir réinvestir, mais elle aura quand même bénéficié du taux réduit. Parce qu'elle aura dépassé les 2 ans. Oui. D'accord. Donc, il faut bien... oui, il faut bien faire attention au timing, ouais, tout à fait. En plus, on avait une question qui touche à ça. Je vais la poser, même si on a bien répondu, mais je pense que c'est l'un des points cruciaux sur lequel il faut qu'on sorte de cette salle en étant hyper clair. Que se passe-t-il lorsqu'on veut sortir du cash de la holding après avoir respecté les délais et les montants de réinvestissement? C'est un petit peu ce qu'on dit. Vente de cette holding à une autre holding. Ah non, c'est une question différente. Ou sortie via dividende ou salaire.
Non, mais là, ce qu'on a dit, c'est que le but, c'était plutôt que l'argent reste dans la holding et qu'on réinvestisse. Si le but, c'est de ressortir, là, pour le coup, c'est soit dividende, Oui. ouais, soit salaire, mais du coup, la taxation, elle sera. Bah, ça sera Mm, mm, du PFU. Bon, mm, après, la seule différence, c'est qu'on peut piloter. On n'est pas mm, obligé de tout sortir. On peut sortir une partie et réinvestir une autre partie. mm. On a beaucoup plus de liberté parce qu'une fois qu'on a cédé les titres et que le cash est au niveau de la holding, voilà, on peut se remonter un peu, on peut faire un peu de cash out et puis Mm, on peut réinvestir par ailleurs. mm, C'est tout le, mm. c'est la liberté, la flexibilité, Ouais. le pilotage Mm. qu'on peut pas avoir si on détient directement. Après, ce que j'ai vu aussi en pratique de marché, c'est le fait de pouvoir se dire, j'apporte 85-90% de mes titres à ma holding et Et j'en j'en garde, conserve en propre, voilà, oui. pour ces questions de cash out Il direct. peut y avoir Mm, ça, mm, il peut y avoir aussi parce que bon, quand la société commence un peu à structurer, on veut faire, par exemple, on peut avoir des agas, ce genre de choses mm, qu'on ne peut pas avoir via une holding, mm, des actions gratuites. mm. On peut avoir des Ah, avantages parce à que les rester actions en gratuites, on direct. ne peut pas les faire passer par la holding directement, Non, c'est uniquement personne physique. oui. D'accord. Ok, je savais On pas. peut avoir des avantages à garder les actions en direct, oui, Ok. tout à fait. Mm, Et mm, effectivement, il peut y avoir un mix des deux. Ça mm, arrive très souvent. mm, mm. Mm. Ouais, ça, je l'ai vu, j'ai vu plusieurs fois. Voilà, On prend de l'avance sur la partie cash out. On se dit, voilà, ma grosse partie de mon patrimoine reste dans la holding, c'est ça. mais il y a aussi une Ouais. partie où ça fait des années qu'on travaille et on veut On a pouvoir, envie de voilà, sortir en une partie, direct, ouais. tout à fait. Et puis la holding, l'important, c'est qu'elle ait au moins 5% Mm. pour avoir Ouais. ce taux réduit. Mm, mm, mm. Très clair, très clair. Super. Alors, oui, bon, après, ça, c'est sur des taux spécifiques. Ça dépend voilà. Et puis, je finirai donc sur Mhm. la taxe sur les actifs non affectés à une activité opérationnelle des sociétés holding patrimoniales. Alors, cette taxe, elle a pas mal évolué depuis le début du projet de loi de finances, enfin des discussions, puisqu'au début, l'idée, c'était toutes les holdings qui avaient une trésorerie importante. On voulait leur imposer un minimum de... Les 2%, les fameux Voilà, c'est 2%. ça. Avec l'idée que bah, justement, on n'avait pas envie que ça devienne des poches à cash. Et ça existe, c'est une taxe qui existe dans d'autres pays. Au Danemark, il me semble, ils ont fait ça. Oui, aux États-Unis aussi, Mm. hein. Et donc au début, c'est parti de ça. Mm. Puis finalement, au fur et à mesure des discussions, ça c'est alors à la fois l'assiette s'est totalement rétrécie et par contre le taux il est passé de 2 à 20. Mm. Donc on a encore possiblement des Mm. modifications à voir. Mais bon, pour l'instant, j'en suis à la version amendée par le Sénat. Et qui est donc pour l'instant, donc les sociétés concernées, c'est celles donc qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés en France ou à un impôt équivalent à l'étranger, qui ont leur siège en France ou à l'étranger, qui sont contrôlées à plus de 50% directement ou indirectement par une personne physique. Mhm. Donc voilà, sachant que à un moment c'était plutôt 33. Donc là, c'est passé à 5 ans, donc c'est un peu plus favorable, on va dire. La valeur vénale des actifs doit être au moins de 5 millions. Donc, ce n'est pas pour des petits patrimoines. Ce sont des sociétés qui perçoivent des revenus passifs. Donc, ce n'est pas des sociétés opérationnelles. Hein. Ce n'est pas du professionnel. C'est des revenus passifs. Donc, alors, ça peut être des holdings qui reçoivent des dividendes. Mais on va voir que sur le type d'activité, c'est quand même assez... Des loyers, ça rentre aussi, des Alors, ça loyers? peut être des loyers, mais on va voir que c'est restreint en termes d'assiette. Puisque, en fait, l'assiette, donc c'est tout ce qui est bien, alors toujours affecté à l'exercice non professionnel, et c'est plutôt des biens somptuaires. Donc, chasse, pêche, véhicules de tourisme non affectés à l'activité professionnelle, les yachts, les bateaux de plaisance, les aéronefs. Bon, et s'agissant des logements, alors ça vise particulièrement les logements dont la personne physique se réserve la jouissance. Alors au début, c'était tous les logements, c'est-à-dire même si les logements étaient loués à des conditions de marché à la personne physique, ça rentrait dedans.
et bon, ça a fait quand même l'objet de beaucoup de Mmh. discussions parce que quand même beaucoup de gens qui ont acheté leur résidence secondaire, par exemple, et qui louent, Mmh. enfin, via une société et qui se font payer, pardon, la société demande un Mmh. loyer au prix de marché à leurs locataires. Mmh. Dans ce cas-là, bah, c'était dans la taxe. Mmh. Alors maintenant, ça a été restreint. C'est uniquement les logements qui sont occupés à titre gratuit ou avec un loyer inférieur au prix de marché. Bon, on verra ce que c'est Mmh. le prix de marché. Mais en principe, si le bien est acquis par la société et que donc la personne physique l'utilise mais verse un loyer qui correspond à la valeur de marché, normalement, on devrait sortir D'accord. du champ d'application de cette taxe. Alors après, il mentionnait aussi les logements loués fictivement. On ne sait pas trop à quoi ça Mmh. correspond, il n'y a pas vraiment de définition. Mais du coup, cette Euh, notion de revenu passif, elle est caractérisée comment? Bah, c'est des revenus passifs, c'est des revenus qui ne sont pas liés à une activité opérationnelle. Donc, c'est les dividendes, les intérêts, OK. les redevances. Ouais, donc tout placement financier à l'intérieur d'une holding, qui génère, parce que c'est ça, ces revenus, est-ce que, c'est des plus-values? Est-ce que c'est les dividendes issus? Est-ce que c'est des loyers si j'ai des SCPI, Ou- par exemple? ouais, Mmh. mais ça sera toujours lié à l'assiette que je vous ai mentionnée, D'accord. enfin, je t'ai mentionné, c'est-à-dire vraiment les biens Ah, OK, somptuaires, hein, ou d'accord. les logements. Donc c'est bien d'accord, OK, donc ça vise en fait les gens qui, OK, j'achète un yacht et Et je pendant, le mets dans une voilà, société, voilà, enfin, je fais voilà acheter et le je yacht le je par le ma loue et société, je le loue et voilà. et donc j'en ai du revenu, d'accord, je Voilà. comprends. Mmh. Donc, Mmh. c'est très bon. Sous C'est toute très réserve, spécifique. hein, parce que c'est quand même encore Mmh. assez flou. Mmh. Ça a quand même beaucoup changé depuis le début. Ouais. Voilà. Mmh. Et enfin, donc le taux, c'est 20%, non déductible du bénéfice imposable au niveau de la société. Voilà, ça doit être déclaré par la société en même temps que le solde de l'IS. Et pour les sociétés ayant leur siège à l'étranger, c'est par l'associé personne physique au moment de sa déclaration d'impôt Mmh. sur le revenu. Mmh. Voilà. Et ça sera applicable dès 2026. Mmh. Mais donc c'est approuvé et cadré ou on attend encore, Non, parce que là, en ce moment, donc le projet de loi de finances, il est devant le Sénat. Mmh mh. Il doit revenir donc jusqu'au 15 décembre. Il doit revenir en commission mixte paritaire. Mmh. Et donc ensuite, toute la question se pose de savoir s'il va être voté ou Mmh. pas au final, Mmh. dans sa forme actuelle déjà, et surtout s'il va être voté tout court, parce que Mmh. de ce que je comprends, enfin de ce qu'on lit, hein, c'est Mmh. qu'il y a encore une grande incertitude sur le vote. Mmh. Alors soit 49-3, peut-être, Mmh. il sera voté par la force, entre Mmh. guillemets, ou si le Premier ministre ne souhaite pas passer par le 49-3, il pourra pas faire, et que le vote n'est pas favorable, Mmh. eh bien, elle passera pas. Il Mmh. devra faire passer une loi spéciale uniquement pour gérer le Mmh. minimum, mais évidemment, le budget, enfin, la loi de finances telle qu'elle a été rédigée ne passera pas en Mmh. l'état. Et ce sera comme l'année dernière. Il y a eu une loi spéciale qui gère en général plutôt tout ce qui est dépenses pour faire fonctionner l'État. Mmh. Mais en revanche, toute la fiscalité, enfin, des Mmh. réformes fiscales sont en suspens jusqu'à l'adoption d'une vraie loi de finances Mmh. qui a eu lieu cette année. Donc la loi de finances pour 2025, elle a été adoptée en février 2025, alors qu'elle Mmh. aurait dû être adoptée l'année dernière. Mmh. OK, très clair. Super. La bonne nouvelle, c'est qu'il nous reste 5 minutes. Donc, on a été efficace. Ça, c'est top. Et il nous reste peu de questions parce que j'ai aussi fait en sorte de poser quelques questions en cours de route. Il en reste deux. D'ailleurs, on va peut-être commencer par celle-là parce que tu as commencé à en parler. Alors, j'ai l'impression que la question est un peu vaste, mais Ok. n'hésite pas à Elle essayer de. Ouais. circonscrire. Voilà, c'est ça, c'est peut-on aborder le sujet des holdings créés à l'international? Et tu avais commencé à en parler un petit peu en disant si le siège est à l'international. Oui, alors effectivement, les holdings à l'international, c'est aussi un sujet sur lequel on travaille souvent. Mhm. Enfin, moi, je travaille beaucoup. Alors, c'est vrai on a des clients qui souhaitent constituer une holding à l'international
en se disant que ça peut être intéressant d'un point de vue fiscal, parce que, par exemple, si vous êtes au Luxembourg, Mm. il n'y a pas de taxation sur la plus-value de cession. Enfin bon, il peut y avoir un intérêt fiscal à le faire. Alors, en général, ce qu'on recommande, évidemment, c'est que s'il y a la création d'une holding à l'international, il faut absolument qu'il y ait une vraie histoire derrière cela, Mhm. c'est-à-dire de la substance, et donc et que les dirigeants de cette holding vivent à l'international, résident à l'international, parce que sinon, ce qui est clair, c'est que l'administration va considérer que la holding elle est dirigée de France et va imposer la holding en France. Donc, on a beaucoup de sujets de ce type. Donc, c'est tout à fait envisageable de créer une holding à l'international, mais ça veut dire avoir un projet d'extension, par exemple, à l'international. Si on a une activité en France et que on souhaite se développer, je ne sais pas, en Allemagne, on peut très bien, effectivement, se dire, on va constituer une holding à l'international. Mais dans ce cas-là, encore une fois, il faut que les dirigeants ils soient là-bas et que, en tout cas, que la majorité, pas toujours tous les dirigeants, mais que la majorité soit résident là-bas, que les décisions soient prises là-bas et qu'il y ait une vraie raison opérationnelle, économique, fonctionnelle à l'établissement de cette société à l'international. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui était visé dans ce sujet-là. Mais Effectivement, voilà. la question était un petit peu large. Donc, Oui, c'est large. alors c'est Moi, je Camille pense à ça. qui a posé Après, cette question. Ouais. Mais s'il y a d'autres questions, n'hésitez ouais. pas à les poser. On a encore un petit peu de temps avant la fin. Mais je pense que c'était déjà une bonne entrée en matière. Ensuite, on avait une question assez spécifique qui concerne, et je vois que Camille est en train de détailler sa question, donc c'est top. Ah ben non, super pour la réponse. Donc D'accord. la réponse était complète. Ok. Bravo, avec une... Super. On avait une question donc un peu spécifique sur le réemploi qui explique, en tout cas, qui demande est-ce que la para-hôtellerie rentre dans le cadre. Alors je sais que c'est très spécifique comme question. Oui, parce qu'il y a beaucoup de sujets, il y a beaucoup de discussions sur ce sujet de para-hôtellerie. Alors, le problème dans la para-hôtellerie, c'est que on va avoir de la vraie et de la... Enfin, c'est assez souvent remis en question par l'administration fiscale. Déjà parce que la para-hôtellerie, il y a des conditions qui sont quand même assez strictes. Et le plus souvent, on voit quand même beaucoup de redressements sur ce sujet. D'accord. Il faut faire attention. Ouais. Très clair. Ensuite, une question. Alors, c'est une question qui est à cheval entre les deux, mais c'est aussi lié à un sujet de donation. Donc, en fonction, on pourra peut-être aussi poser la question à maître message, mais je la pose quand même. Donc, en cas de donation d'actions de SAS à ses enfants, 10%, que devient la plus-value en report d'imposition? Faut-il payer immédiatement quelque chose? Le montant de cette plus-value varie-t-il peut-être à la baisse? Alors, en cas de donation, en principe, oui, le report d'imposition tombe. Ensuite, en revanche, la partie, parce qu'il va y avoir le report, et puis s'il se fait juste après, en principe, oui, le report tombe. D'accord. Ouais. Donc, ok, donc pas de report et pas d'abattement sur le montant de plus-value, non. Il n'y a rien de... C'est Non. payé immédiatement à la donation. Ok, très clair, très clair. Super. Écoutez, il est 18h59, on est pile dans les temps. Parfait. On a répondu à la grosse partie des questions. Donc, j'ai plus qu'à te remercier pour Merci cette à toi. présentation super intéressante et de rappeler donc à notre audience que le replay sera disponible sûrement demain. J'ai pas envie de mettre la pression à l'équipe marketing. C'est soit demain, soit après-demain. Et vous recevrez bien sûr le mail récapitulatif avec les points les plus importants qui ont été abordés pendant la présentation et aussi un récapitulatif des questions qui ont été posées. Donc les questions et les réponses.
Merci beaucoup, maître Jonio. C'était super intéressant. On espère pouvoir vous recevoir dans un futur Avec proche. plaisir. Merci beaucoup et bonne soirée à tous, du Bonne coup. soirée. Mm.